Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je remercie le professeur Lobel de m'avoir invité. Et je vais commencer par le sujet qui s'appelle les carcinomes cutanés. Ce sont les tumeurs qui sont les plus fréquentes chez l'homme. Donc voici un schéma très classique de la peau avec ces trois couches. C'est simplement pour vous dire que les carcinomes cutanés se développent aux dépenses des cellules kératinocytaires qui constituent la couche superficielle qui est appelée l'épiderme. On parle beaucoup de ces tumeurs. Pourquoi? Parce que leur incidence augmente beaucoup et pour ça on a des explications. D'abord, on sait très bien que l'espérance de vie est prolongée de nos jours et que les habitudes comportementales ne changent pas, et je parle en particulier de l'exposition au soleil. Donc voici quelques chiffres pour le carcinome basocellulaire qui est le plus fréquent. Nous sommes à des chiffres qui sont supérieurs à 70 cas par 100 000 habitants par an en France, mais selon certaines sources, on serait proche de 150. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce chiffre est sous-estimé. On traite beaucoup de cancers qui sont superficiels sans faire une biopsie, et donc ces chiffres-là ne sont pas pris en compte. L'incidence du carcinome épidermoïde, elle varie entre 10 à 30 pour 100 000 habitants par an en France, avec des chiffres qui sont extrêmement importants en Australie et qui sont aux alentours de 4,2 à 4,5%. Pour parler des carcinomes cutanés, il faut parler d'abord de la peau, effectivement, et du vieillissement de la peau, parce que ces tumeurs apparaissent essentiellement chez la population âgée de la cinquantaine et après. Elles sont plus rares à l'âge jeune, entre guillemets, à l'adolescence ou à l'âge adulte, entre 20 et 40 ans. Et donc, elles sont vraiment le résultat d'un vieillissement cutané qui est classé, c'est une manière très, très schématique, arbitraire, donc à la fois intrinsèque, donc il s'agit d'un vieillissement chronologique, physiologique, qui est dû à l'âge, et qui est en lien avec la génétique. On parlera plus tard de phototype. Et puis on a aussi un vieillissement qui est extrinsèque. En fait, c'est dû aux facteurs de l'environnement. À partir de vieillissement photo-induit par des UV, par le comportement, donc les gens qui fument vieillissent plus vite, donc la consommation d'alcool, un régime alimentaire carentiel peut également faire vieillir plus vite, entre guillemets. Et puis on a également des maladies inflammatoires chroniques et notamment des traitements immunosuppresseurs à long cours. On en parlera plus tard. Donc toutes ces choses contribuent au vieillissement cutané et forcément vont être facteurs favorisants d'un cancer cutané. Voilà la classification du phototype. Qu'est-ce que c'est le phototype? C'est un petit peu comment la peau va réagir au soleil. Donc on parle de phototypes de 1 à 5, voire 6, donc le phototype noir. Donc phototype 1, c'est une peau qui ne bronze pas, donc ce sont les gens qui ont la peau très très blanche et qui, classiquement, c'est des gens qui ont les cheveux roux, qui ont des taches de rousseur, qui sont vraiment très très démunis devant le soleil. Et puis pour aller jusqu'au phototype 5-6, où la peau bronze bien, ces gens-là attrapent vraiment pratiquement pas de coups de soleil et ils ont une peau foncée, également les yeux foncés. Donc tout ça, c'est très important puisqu'en fait, les gens qui sont le plus exposés au cancer cutané sont ceux qui ont un phototype clair. Alors, le carcinome basocellulaire, donc c'est la tumeur la plus fréquente des carcinomes cutanés. Et on a parlé, donc on a deux facteurs principaux qui favorisent l'apparition, c'est l'exposition solaire. Et notamment, on pense que c'est plutôt l'exposition solaire pendant l'enfance et l'exposition solaire intermittente, mais par exemple, on ne prend jamais le soleil pendant l'année et on va en vacances 15 jours par an et on s'expose au maximum. C'est pas, on va dire que le message, c'est pas bien.
Alors, comme je vous ai dit, ce cancer se développe surtout chez les personnes ayant une peau claire. Donc, petit bémol, ce carcinome apparaît sur peau saine, il n'y a pas de lésion il n'y a pas de précurseur cancéreux. On verra plus tard de quoi il s'agit, surtout pour le carcinome épidermoïde. Donc, c'est un cancer qui, globalement, n'a pas une malignité à distance. Hein. Donc, sa malignité est locale, c'est-à-dire, grosso modo, si on ne traite pas ce carcinome, il peut persister des années et 15-20 ans après, peut faire vraiment des dégâts locaux. Alors, il existe quelques affections héréditaires, donc je parlerai peut-être pas, c'est plutôt mon collègue qui va vous en parler, qui sont vraiment prédisposées à ce type de cancer, notamment l'albinisme. Alors, c'est sûr, donc ce carcinome apparaît notamment sur les zones photoexposées, et donc dans la plupart des cas, presque 90% sur le visage, et un quart de ces carcinomes peuvent apparaître sur le nez. On ne trouvera jamais ces tumeurs sur la peau dépourvue de follicules pileux, donc là où il n'y a pas de poils en gros, donc les paumes et les plantes, et ni sur les muqueuses. Le début, c'est assez banal. On peut découvrir un bouton sur la peau, une lésion qui est un peu grisâtre, des fois un peu rougeâtre, un petit peu en tête d'épingle et qui ne guérit pas. Donc ça serait un signe d'alarme. Donc déjà, toute lésion qui est fixe et qui ne guérit pas malgré les traitements entrepris doit faire l'objet d'une consultation. Voilà quelques formes cliniques. Carcinome basocellulaire plan à bordure perlée, ça serait la forme la plus fréquente. En fait, c'est une lésion fixe à type de plaque avec, on appelle aspect perlé, une peau qui entoure cette plaque et qui est un petit peu translucide. Et des fois, cette tumeur est couverte de squames grisâtres et elle peut prendre également un aspect cicatriciel. Alors, les formes beaucoup plus classiques, qu'on voit assez souvent, sont le carcinome basocellulaire nodulaire. Donc, voici ici, et puis sur la photo d'en bas, donc, une lésion tumorale qui est aussi un peu jaunâtre, cireuse, avec un signe pathognomonique en fait spécifique, c'est dilatation des vaisseaux dermiques qu'on appelle télangiectasie. Alors, la lésion peut être aussi centrée par un cratère, une ulcération, recouverte par des squames, des croûtes, etc. Alors, le carcinome basocellulaire superficiel, donc c'est une forme plutôt qui se trouve sur le tronc, contrairement au carcinome basocellulaire nodulaire. C'est pareil, donc c'est une lésion fixe à type de plaque. Des fois, on peut avoir sur le pourtour ces aspects un peu perlés et toujours les mêmes caractéristiques, un peu la squame grisâtre et des fois des croûtes. Alors, la photo qui est au milieu, c'est un exemple de carcinome qui témoigne de sa malignité locale. Donc, il s'appelle un carcinome ulcéreux ou térébrant. Donc, et qui des fois évolue assez vite, mais sans doute qu'il y a eu une lésion avant qui a évolué d'une manière quiescente des années et qui a détruit les structures sous-jacentes, donc le cartilage, l'os, etc. Et enfin, le carcinome basocellulaire sclérodermiforme, qui est assez rare et qui se présente comme une plaque un peu blanchâtre, cireuse, assez dure et qui a des limites assez difficiles à définir cliniquement. Alors, le traitement, on va revenir tout à l'heure, est essentiellement par la chirurgie. Donc, c'est le traitement de prédilection et c'est le premier traitement à proposer. Quelques mots sur les lésions précancéreuses, puisque ces lésions donc, annoncent, pas dans tous les cas bien sûr, un carcinome épidermoïde. Sont des lésions qui apparaissent toujours et surtout sur les zones photoexposées, puisque c'est toujours en lien avec le soleil que ces lésions se développent. Et il s'agit de taches rougeâtres, des fois jaunâtres, planes ou surélevées, recouvertes par un enduit un peu pareil, grisâtre et très adhérent. On n'arrive pas à le détacher facilement, il faut avoir une curette pour pouvoir le détacher. Alors, quand on a ça, on est obligé de traiter, puisqu'en fait, c'est l'antichambre du cancer.
je vous ai dit pas tout le temps, donc on a un pourcentage de transformation qui varie entre 0,3 et 1%, qui peut être négligeable, pourquoi pas, mais qui en fait en pratique n'est pas du tout négligeable. Donc on fera appel à des traitements locaux, la cryothérapie par l'azote liquide, donc la destruction par le froid, ou de la chimiothérapie locale. Et toujours, on conseillera aux gens de se protéger donc, par un écran ou par la protection vestimentaire. Voilà un exemple un peu plus classique sur les mains, les dos des mains. Toute cette zone un peu érythémateuse, on appelle nous dermatologie, mais qui est rose sur la photo, avec cette squame, ce relief qui est kératosique et qui est très adhérent. Les hommes qui présentent une calvitie sont beaucoup exposés et cette localisation est très classique. Donc, c'est pour vous montrer, pour vous dire que ces patients ont des conseils de photoprotection assez stricts, port du chapeau et traitement itératif. Alors, un tout petit mot sur la maladie de Bowen, qui est considérée comme un carcinome épidermoïde in situ, ça veut dire qu'il ne dépasse pas l'épiderme, qui est très superficiel, qui peut avoir, qui a de bons pronostics et qui a un risque d'évolution au carcinome invasif qui est faible. Voilà, pareil sur des zones photoexposées, lésion qui est très nette, délimitée d'une manière très nette par rapport à la peau saine, qui est pareil, jaunâtre, un peu rougeâtre et pareil, couverte par un enduit kératosique. Alors, le carcinome épidermoïde donc, arrive en deuxième position qu'en fréquence pour les cancers, parmi les cancers cutanés. Et on parle toujours de la même chose, de l'exposition. Cette fois-ci, peut-être une exposition qui est, on appelle cumulée, donc pendant l'âge adulte, une exposition passive, notamment chez les gens qui travaillent à l'extérieur, les agriculteurs, ou ceux qui ont des loisirs comme le sport à l'extérieur, les sports nautiques, etc. Les patients, les gens qui sont sous immunosuppresseurs, donc c'est très important aussi de dire un mot, puisqu'en fait, ces patients, je parle de tout ce qui est d'abord greffé rénal, greffé hépatique au cœur, parce que ces patients ont des traitements immunosuppresseurs qui baissent l'immunité générale, entre guillemets, de l'organisme. Et donc, ils sont exposés davantage à un carcinome épidermoïde. Donc, le risque de développement de carcinome épidermoïde chez ces personnes-là est beaucoup plus important par rapport à la population générale. Ensuite, un petit mot pour les dermatoses ulcérées. Donc, on peut avoir des plaies qui sont là depuis des années, qui peuvent se cancériser secondairement. Et le carcinome épidermoïde peut apparaître également sur des cicatrices anciennes. Donc, par exemple, des cicatrices de brûlure assez étendues, 20-30 ans après, on peut avoir apparaître des lésions qui sont en effet des carcinomes épidermoïdes. Donc ça, c'est quelque chose à savoir et à retenir. Alors, les formes les plus fréquentes, la forme ulcéro-végétante, c'est ce qu'on voit habituellement, une tumeur qui est assez ferme, qui est surélevée, qui est fixe par rapport au plan sous-jacent, irrégulière, bourgeonnante, des fois elle est surinfectée. Donc, c'est sûr que la chirurgie est le traitement de première intention. La forme bourgeonnante, c'est la deuxième photo, la photo d'en bas. Il s'agit d'un nodule, d'une tumeur qui est rouge, comme une masse charnue, sans ulcération. Et puis, on a les formes superficielles qui sont assez rares et qui sont des fois confondues avec la maladie de Bowen. Alors, il y a quelques formes particulières. Juste un petit mot sur le carcinome verruqueux qui a surtout une malignité locale. Donc, c'est rare qu'il métastase à distance et qui apparaît surtout sur une cicatrice ancienne. Donc, cicatrice ancienne, il faut quand même faire attention. La deuxième forme particulière, c'est le carcinome périangéal. Et le rôle du papillomavirus de type 16 est surtout discuté dans ce cas. Le message, c'est que devant toute lésion verruqueuse qui existe sous-angéale ou périangéale, qui peut être prise pour une verrue depuis très longtemps et qui est résistante au traitement, donc la biopsie, donc un examen anatomopathologique s'impose.
Le carcinome des muqueuses ou les demi-muqueuses touche notamment les hommes qui fument et qui sont exposés beaucoup au soleil. La preuve, c'est que le carcinome apparaît notamment sur la lèvre inférieure, mais bien sûr, ce carcinome, il est rare qu'il apparaît d'emblée sur muqueuse saine. D'abord, il y a quelque chose qui précède, donc la fameuse lésion précancéreuse. Donc, la lèvre est modifiée dans tous les cas avant. Et puis, on a les carcinomes muqueux, qui est plutôt rare chez la femme et très agressif chez l'homme, avec des formes bourgeonnantes, comme vous pouvez voir sur ces photos. Pour parler de pronostic, c'est sûr que le carcinome épidermoïde est de moins bon pronostic par rapport au carcinome basocellulaire, mais il faut quand même rester avec l'idée que c'est quand même des tumeurs qu'on traite dans la pratique courante et avec un espoir de guérison qui est très important. Alors, il y a des facteurs de pronostic qui sont défavorables, comme la taille importante, comme le site anatomique, l'immunosuppression, donc le type histologique. Donc, on a plein de facteurs. Donc, on regarde tout ça avant de traiter. Et donc, comme message important, c'est qu'à chaque fois, ces patients doivent être surveillés. Donc, après chaque traitement, que ce soit la chirurgie ou un traitement médical par chimiothérapie, ces patients ont besoin d'un suivi régulier, au début 2 fois par an, parce qu'on sait que les récidives sont beaucoup plus importantes pendant les 3 premières années. Et à 5 ans, presque la moitié de la population qui a fait un carcinome épidermoïde peut éventuellement faire un deuxième. Donc, c'est dans le but de surveiller l'ancien cancer, entre guillemets, plus le dépistage d'un nouveau. Et bien sûr, prévention, avec l'écran et la protection vestimentaire. Donc, les points clés sont que toutes les 2 tumeurs sont développées aux dépenses des kératinocytes, de la couche la plus superficielle de la peau, que l'évolutivité est différente, que le carcinome basocellulaire est le plus fréquent. Il n'y a pas de lésion précancéreuse pour ce type de cancer, contrairement au carcinome épidermoïde où on a une kératose actinique qui peut précéder l'apparition d'un épidermoïde. Et sinon, le carcinome épidermoïde est potentiellement plus agressif avec l'extension locorégionale ou des métastases à distance au niveau des organes internes. Alors, le traitement, c'est toujours chirurgie d'abord pour toute tumeur. Donc, c'est vraiment le traitement de première intention. Après, selon le type histologique ou selon d'autres critères qu'on a en dermatologie et en oncologie, on peut traiter ce type de cancer, surtout quand ils sont superficiels, pas agressifs d'un point de vue histologique, par la cryothérapie. Ça signifie une destruction par la neige carbonique, donc on détruit les cellules par le froid. Par la chimiothérapie locale, la photothérapie dynamique, les FUDIX, etc., on fait appel à des chimiothérapies systémiques, notamment pour les carcinomes épidermoïdes et la radiothérapie. Et donc, on va dire que l'avenir appartient aux molécules ou aux chimiothérapies ciblées. Par exemple, le vismodegib dans le traitement du carcinome basocellulaire et le cetuximab pour le carcinome épidermoïde. Alors, je voulais juste finir pour vous montrer 2 photos d'un carcinome basocellulaire qu'on appelle localement avancé. C'est-à-dire que faire une chirurgie, ici, c'est impossible. Donc, toute la paupière inférieure est prise par la tumeur qui est ulcérée au niveau central. Et donc, ça, c'était avant cette molécule dont je vous ai parlé brièvement avant. Et ça, c'est 6 mois après. Donc, vous voyez, il y a quand même un intérêt de traiter ces patients avant. Des fois, donc, il existe encore une petite partie de tumeurs qui reste sur le bord libre. Mais bon, là, soit on peut proposer une chirurgie dans un deuxième temps, soit on continue le traitement. Donc, vous voyez, c'est quand même, on va dire, un espoir pour tous ces tumeurs qui sont de localisation difficile et surtout très, très avancées localement pour la chirurgie. Voilà, je vous remercie.
Déjà, Monica nous a déjà répondu à pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre à d'autres questions, puis après on pourra cumuler les questions, parce que je pense que nos topos sont assez complémentaires. Alors moi, je vais vous parler d'un autre type de cancer de la peau qu'on appelle le mélanome. Donc contrairement au carcinome que vous a décrit Monica Dinulescu, c'est un cancer qui est développé à partir d'une cellule particulière qu'on appelle le mélanocyte. Donc le mélanocyte, c'est une cellule qui se trouve dans l'épiderme, mais elle est 100 fois moins nombreuse que les kératinocytes. Et donc, elle a un rôle, c'est une cellule qui sert à bronzer, à développer du pigment. Donc, qui est un moyen de défense vis-à-vis de l'exposition solaire. Et qui donne justement, qui définit ce qu'on appelle, ce que vous avez défini Monica Dinulescu, le phototype, c'est-à-dire la couleur. Donc, en fait, la couleur de la peau est déterminée par le type de pigment que sécrété par le mélanocyte. Donc, elle sert au bronzage. Mais malheureusement, ce type de cellule peut développer de façon anarchique et être précurseur du mélanome. Et comme le cancer cutané, ce n'est pas le cancer cutané le plus fréquent, parce que c'est les carcinomes qui sont plus fréquents, mais son incidence est en augmentation, comme les carcinomes épidermoïdes et basocellulaires. Globalement, c'est un bon pronostic, mais par contre, il est rapidement fatal en situation diffusée, métastatique, et malheureusement responsable un grand nombre de cancers cutanés, tout type confondu. Donc c'est un cancer qui touche tout type d'âge, sujet adulte, jeune. Chez l'enfant, c'est exceptionnel. Mais voici quelques chiffres. Donc son incidence est quand même moins importante que les carcinomes, donc c'est 8 pour 100 000, contrairement aux carcinomes, notamment épidermoïdes basocellulaires qui étaient 70 pour 100 000. Donc, mais il y a un nombre de décès quand même conséquent, donc à peu près 1500 décès en 2012 et 11 000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués parce qu'on sait les diagnostiquer, et aussi grâce aux campagnes de dépistage. Donc il est quand même diagnostiqué plus tôt, et donc on a un espoir également par ça, parce que comme on est diagnostiqué plus tôt, l'épaisseur est moins importante, donc de meilleurs pronostics. Mais son incidence est en augmentation, donc multipliée par 2 en 10 ans. Donc comme je vous l'ai dit, il atteint l'adulte tout âge. Et puis les facteurs pronostiques sont à peu près les mêmes que pour les carcinomes, donc l'exposition aux UV, donc l'exposition au soleil, surtout comme le carcinome basocellulaire, c'est-à-dire que c'est surtout la notion de coup de soleil violent dans l'enfance, intense et brève, contrairement à l'exposition cumulée, sauf dans un type de mélanome où on en parlera après. Mais bien sûr, également la notion d'exposition aux UV artificiels, on va en parler à la fin. Aussi, il y a le phototype, donc le phototype clair, donc comme vous l'a dit Monica Dinulescu, c'est les sujets à peau claire, donc ils sont plus sensibles au cancer parce qu'ils se défendent mal vis-à-vis de l'exposition solaire, donc définie par la couleur de peau, les cheveux clairs, les yeux clairs, on n'en parle plus. Et aussi, les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté, donc ils méritent d'être surveillés puisqu'ils ont un risque de faire du mélanome. Et aussi, bien sûr, il y a aussi les familles de mélanome, donc il y a une notion de 10% de mélanome familial. Et puis il y a les maladies génétiques, comme on a déjà, ça a été cité par Monica Dinulescu, l'albinisme, le xéroderma pigmentosum, maladie exceptionnelle qui en fait un problème de réparation vis-à-vis des agressions au soleil, et donc qui va générer des cancers multiples, et notamment le mélanome. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, vous voyez, c'est une lésion pigmentée, donc voilà, mais qui déjà, vous voyez qu'elle a une sale tête, c'est-à-dire qu'elle est mal délimitée, avec un bord irrégulier, ce qu'on appelle polychrome. Donc ça, c'est vraiment la photo, vraiment l'exemple type du mélanome. Donc souvent d'aspect non tumoral, hein, donc ça fait pas mal, ça brûle pas. Puis en plus, c'est l'extensivité, c'est l'évolutivité qui va déterminer ça s'étend. Donc une tumeur pigmentée qui bouge doit motiver
une consultation auprès de spécialistes, donc en dermatologue. Et puis aussi, chez les sujets qui ont plusieurs grains de beauté, il y a le signe du vilain petit canard. C'est pas moi qui l'ai nommé, c'est Jean-Jacques Grob, grand dermatologue qui exerce à Marseille. Et justement, pourquoi? Parce que vous voyez des grains de beauté, mais vous voyez que celui-ci n'a pas du tout la même tête. Contrairement aux grains de beauté, vous voyez, c'est bien arrondi, bien pigmenté. Puis là, vous voyez, c'est différent. Donc là, ça doit motiver une consultation. Alors, bien sûr, il y a des plaquettes qui ont été éditées par les différentes associations, notamment pour, on va en parler dans le dépistage, donc justement qui permettent de montrer au grand public, à tout le monde, comment différencier d'un grain de beauté un mélanome, c'est-à-dire c'est les critères d'ABCDE. Donc A qui veut dire asymétrie, B comme bord irrégulier, C couleur multiple, D diamètre supérieur à millimètre, et E pour l'évolution qui va changer, est-ce qu'il est en taille, en forme, en ulcération. Et donc vous voyez là, c'est complètement différent. Donc voilà une lésion bien limitée. Là, c'est un peu asymétrique. Là, vous voyez, c'est pas du tout le même aspect. Les plusieurs couleurs, et puis le diamètre qui est un peu plus grand. Mais bon, c'est parce que vous avez une tumeur qui est plus grande, mais c'est surtout l'asymétrie, les bords irréguliers, le changement de couleur. Donc, vous voyez un peu la caricature entre les deux extrêmes. Toute lésion pigmentée d'apparition récente doit faire la question, est-ce que c'est un grain de beauté? Nous, on appelle névus en termes techniques, mais ça veut dire grain de beauté ou mélanome. Ce n'est pas parce qu'il y a une lésion qui apparaît que c'est forcément un mélanome. Voilà. Là, voilà, j'ai une photo. Là, vous voyez des petites lésions. C'est de petite taille, c'est bien limité, c'est homogène. Là, vous voyez, quand ça apparaît, c'est une sale tête. Donc ça, voilà. Toute modification de lésion pigmentée doit faire consulter. Donc, vous voyez, là, c'était une lésion qui était apparemment homogène, bon, un peu irrégulier, mais on voit qu'il y a un petit nodule. Donc là, hop, il faut vraiment être vigilant, poser la question à votre médecin traitant, est-ce qu'il faut consulter ou pas. La majorité des mélanomes surviennent sur peau saine. Oui, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un grain de beauté qui se transforme en mélanome, sauf dans des cas particuliers de mélanome, de névus congénitaux géants, c'est-à-dire des grands grains de beauté qu'on diagnostique chez l'enfant, où là, il y a un risque de dégénérescence en mélanome qui est encore mal chiffré. Là. Mais en général, c'est une lésion qui vient de novo, c'est-à-dire sur une peau saine et qui apparaît parmi d'autres grains de beauté, comme je vous ai montré sur les autres diapos. Le traumatisme d'un névus ne favorise pas la cancérisation, mais toute lésion pigmentée saignante et ulcérée est suspecte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez écorché un grain de beauté que c'est cancéreux. Donc par contre, si vous avez un grain de beauté se modifie et qui saigne spontanément, bien sûr, c'est un motif de consultation. Alors maintenant, on a des appareils, donc maintenant ce qu'on appelle le dermoscope. Quand vous allez voir un dermatologue, maintenant, le dermatologue, il se sert moins des yeux, il se sert de loupe, des microscopes de poche. Donc, ce qu'on appelle, là, c'est un microscope de Hein, là, c'est un Dermlight. Donc, c'est pour mieux voir à la loupe et on voit un petit peu, voilà ce qu'on voit. Donc c'est pour vraiment, quand les patients viennent voir un dermatologue qui ont des grains de beauté, quand ils ont un doute, on peut s'aider, ça peut être rendre de service, de voir un petit peu ce qu'on voit à travers ce type d'appareil. Bien sûr, il faut être formé, faut savoir. Et là, on voit, voilà ce qu'on peut voir. Donc on voit que c'est asymétrique, on voit que c'est plusieurs couleurs. Il y a ce qu'on appelle une modification du patron, donc ça c'est une formation complémentaire. Mais il y a quand même des outils qui peuvent nous aider à analyser certains grains de beauté qui sont douteux. De toute façon, s'il y a vraiment un doute, il faut proposer une exérèse, c'est-à-dire l'ablation de la lésion. Alors voici les formes cliniques. Parce que ce que je vous ai montré, c'est il y a plusieurs types de mélanomes et la forme clinique la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle le SSM, c'est-à-dire le mélanome à extension superficielle. C'est d'où les critères ABCDE qui ont été définis, puisque ça décrit ce type de mélanome, parce que c'est asymétrique, c'est polychrome, c'est des bords irréguliers, les couleurs inhomogènes, et donc ça a une extension superficielle. Et après, ça évolue en profondeur. Et puis là, vous voyez qu'une lésion bourgeonnante, aussi également une lésion un petit peu asymétrique. Voilà. Donc c'est la forme la plus fréquente de mélanome. Donc topographie un peu n'importe où, surtout membre inférieur chez la femme et au niveau du tronc chez l'homme. Alors après, il y en a d'autres.
qui sont un peu moins fréquents, mais qu'il faut connaître, hein, c'est-à-dire le mélanome nodulaire. Donc là, vous voyez, c'est une lésion quand même homogène, mais c'est noir. C'est tellement noir que c'est trop suspect. Donc, mais voilà, les critères ABCDE sont un peu moins applicables, mais l'extensivité, le E, est applicable parce que c'est une lésion qui évolue assez rapidement, qui va s'ulcérer, et donc c'est tellement noir que c'est suspect. Il y a même le mélanome, ce qu'on appelle achromique, c'est-à-dire que tout mélanome n'est pas forcément pigmenté, mais peut être achromique, c'est-à-dire blanc ou bourgeonnant, mais pas du tout pigmenté. Il y a un autre type, c'est le mélanome acral lentigineux. C'est-à-dire que c'est acral, ça veut dire extrémité, lentigineux, comme un lentigo, ça veut dire une lésion pigmentée qui s'étend. Et vous voyez que le mélanome n'est pas forcément sur les zones d'exposition au soleil découvertes. C'est-à-dire que le mélanome peut se développer n'importe où. Hein, là, c'est une forme d'acro-lentigineux au niveau de la plante. Là également, là sous un ongle. Donc il y a le facteur soleil, mais il n'y a pas que le soleil, il y a le facteur génétique. Hein. C'est-à-dire sur lequel on peut lutter, c'est le facteur d'environnement, mais il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas très bien, mais que, par exemple, notamment les sujets asiatiques font plutôt des mélanomes acro-lentigineux, hein, donc des mélanomes sur les extrémités. Alors, il y a un mélanome qui est fréquent, notamment chez le sujet âgé, ce qu'on appelle le mélanome de Dubreuil, donc, où là, où le soleil joue un rôle, mais ce n'est pas une exposition intermittente, une exposition violente dans l'enfance, c'est plutôt une accumulation du soleil dans la vie, comme le carcinome épidermoïde. Donc, ça donne des lésions sur le visage. Donc voilà, donc avec des lésions un petit pigmentées, mais là on peut avoir les critères d'ABCDE, c'est-à-dire c'est mal limité, c'est polychrome, et puis c'est sur les zones exposées. Là on voit aussi un mélanome de Dubreuil. Donc c'était considéré comme de bons pronostics parce qu'à l'anapathe c'est une lésion qui est intra, c'est-à-dire dans l'épiderme, mais après ça peut, si on laisse évoluer, si on n'intervient pas, bien sûr, ça devient nodulaire, ça s'épaissit et malheureusement, le risque métastatique est là, bien sûr, important. Alors voilà, un autre type de mélanome, le mélanome des muqueuses. Hein, donc voilà, ici. Bon, c'est rare, heureusement, mais bon, moins de 5% des mélanomes chez les sujets caucasiens, européens, plutôt plus fréquent chez les sujets noirs. Alors le diagnostic différentiel, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut ressembler au mélanome mais qui n'en est pas, c'est les grains de beauté. Donc je vous en ai déjà bien détaillé. Alors quel est le traitement ? Le traitement, c'est la chirurgie, hein, ça c'est sûr, c'est le dogme, c'est la chirurgie. Donc déjà à titre diagnostic, c'est-à-dire qu'on a une lésion suspecte, il faut l'enlever. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire on va confirmer le diagnostic par l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire on envoie le prélèvement analysé et le pathologiste va dire c'est du mélanome. Et la deuxième chose qui est importante, c'est l'épaisseur. C'est-à-dire c'est de savoir quelle est l'épaisseur du mélanome, parce que c'est un facteur pronostic qui est vraiment le plus important. Il y en a d'autres, mais c'est surtout le plus important. Et c'est ça qui va conditionner la chirurgie complémentaire. C'est-à-dire que si vous avez une tumeur qui n'est pas épaisse, c'est-à-dire inférieure à 1 mm d'épaisseur, vous allez faire une collerette, ce qu'on appelle une collerette de sécurité de 1 cm, c'est-à-dire là. Et si c'est au-delà de 1 mm, ça sera 2 cm. Parce que ça va permettre ça diminue le risque de récidive locale, surtout locale. Bien sûr, on recherchera les localisations cliniquement, ganglionnaires, hein, et on peut s'aider d'une échographie. Et puis, une fois que la lésion sera enlevée et qu'il n'y a pas de métastase cliniquement à l'échographie, il y a une surveillance à vie avec des règles de photoprotection, mais on va en parler après. Et bien sûr, un dépistage de mélanome dans la famille, puisque je vous ai expliqué qu'il y a 10% de mélanomes familiaux. Donc, il faut que les membres de la famille soient vus voilà. Et une surveillance régulière à vie, puisque il y a un risque d'en faire un deuxième mélanome, et bien sûr, plus l'épaisseur est élevée, plus il y a un risque de récidive.
Et bien sûr, on invite bien sûr les patients à consulter, on leur explique comment il faut surveiller les grains de beauté, on leur donne une carte, un petit peu, voilà, ce qui est méchant, ce qui n'est pas méchant, et puis à s'auto-examiner, pas tous les jours, mais régulièrement, le dos avec une glace. Mais il ne faut pas faire ça tous les jours, sinon on devient complètement paranoïaque. Mais il faut bien sûr leur expliquer régulièrement, puis pas attendre la prochaine consultation pour consulter s'il y a quelque chose de suspect. Donc il y a une règle à voir avec les médecins traitants, bien sûr. Alors là, c'est des pronostics, hein, c'est-à-dire que si c'est inférieur à 0,75 mm, la mortalité est très faible, mais si c'est supérieur à 1 mm, là ça devient un peu plus conséquent, d'où la surveillance à vie régulière, et donc il faut de toute façon bien informer les patients. Et en cas de survenue de ganglion, il faut faire, là on fera des bilans en fonction de ce qu'on va trouver. Alors sur le plan thérapeutique, je vous ai parlé du traitement standard, c'est-à-dire quand vous avez une lésion, mais après quand il y a une récidive avec notamment des localisations qui sont à distance, tout est discuté et on a des réunions, on collabore avec les services de chirurgie, de radiothérapie et aussi avec le centre anticancéreux pour savoir quel est le... Et on discute ensemble, chaque dossier est discuté, bien sûr, tous les vendredis, des patients, justement, notamment au stade, justement, quand il y a une extension, une récidive. Donc quand c'est une localisation unique ganglionnaire, on proposera la chirurgie, le curage. Quand il y a une atteinte un peu plus importante, la chimiothérapie est encore de mise, mais elle commence à être contrebalancée par les nouvelles thérapeutiques. Monica Ionescu vous a parlé des thérapies ciblées, mais il en existe maintenant des nouvelles qui commencent à sortir, dont certaines sont déjà en l'AMM, et notamment puisqu'il y a certains types de mélanomes qui ont des mutations. Donc chaque mélanome, quand il y a une récidive, la tumeur qui est fixée dans de la paraffine est ressortie et on voit s'il y a une mutation. Et ça permet de voir justement si on peut proposer ces nouvelles thérapeutiques, ce qu'on appelle les anti-BRAF, et ce qui donne beaucoup d'espoir dans ce type de prise en charge, notamment avec des réponses spectaculaires, mais qui sont encore... qui permettent, mais qui sont transitoires encore. Mais on a d'autres associations, d'autres médicaments ciblés, comme les anti-MEC qui commencent à sortir. Donc il y a des protocoles qui sont nationaux dont on participe pour justement pour améliorer. Et puis il y a aussi une autre thérapie, c'est les immunothérapies, parce qu'il y a certains mélanomes qui ont une évolution assez lente, qu'on peut proposer des immunothérapies, c'est-à-dire qu'on booste un peu la défense vis-à-vis du mélanome, notamment l'épidiméome. Donc beaucoup de choses à venir, et dans quelques années, sûrement l'optique thérapeutique va encore changer avec des associations, et beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Et grâce aux collaborations avec notamment les laboratoires de biologie qui recherchent justement les mutations. Donc Rennes est un centre pilote. Donc sans cancer, on ne peut pas parler de la prévention. Ça, c'est très important. C'est un sujet très important, donc je voulais vous en parler aujourd'hui, donc qui a été abordé par Monique. Donc l'intérêt dans le dépistage, vaut mieux prévenir que guérir. Donc quelques données épidémiaux. Donc seul un Français sur 4 examine régulièrement sa peau. Donc c'est des chiffres qui sont sortis par des études par la Sofres, qui ont été faites par des sondages. Et c'est surtout les femmes. Les femmes sont plus... Voilà, elles regardent mieux, elles font plus attention à leur santé. Donc, voilà. Alors, voilà, je voulais vous parler de ça. Donc ça, je pense que vous êtes au courant. Je crois que ça fait depuis 16 ans que la journée de dépistage nationale qui a été initiée par qui a été initiée et gérée par le syndicat des dermatos, marche. Donc c'est tous les ans, donc en général c'est en mai. Donc je pense que peut-être certains d'entre vous ont été consultés. Donc à Rennes, bien sûr, il y a eu plusieurs centres qui ont été mobilisés, donc
notamment par nos collègues dermatologues de ville, où là, les gens viennent consulter gratuitement, et là, on leur fait, ben voilà, est-ce que vous avez un cancer de peau ou pas? C'est juste un avis, et puis après, ils vont consulter leur dermato, et ça permet de dépister et d'informer les gens justement sur les méthodes de prévention, s'ils doivent être surveillés ou pas, et donc voilà. Donc, rendre hommage à cette initiative qui marche, et voilà, c'est vraiment un succès, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Le dépistage, ça c'est très, très important. Et la deuxième chose, c'est la prévention de l'environnement. Alors la prévention de l'environnement, c'est se protéger du soleil, parce qu'on sait que le soleil joue un rôle dans c'est cancérigène pour l'homme. Ça a été défini par le Centre international de la recherche, donc qui a classé les UV comme un marqueur qui est un facteur cancérigène pour l'homme. Donc les UV, on sait que ça vient du soleil, mais ça vient d'autres choses aussi, des lampes artificielles de bronzage. Donc notamment, il y a tout cet engouement pour les cabines de bronzage dont je vais en parler à la fin, qui nécessite justement que je refasse un point là-dessus, parce que c'est vraiment une source de facteurs de cancer de peau, quoi. Donc au niveau, les UV naturels sont bien sûr émis par le soleil, qui font une partie du spectre, parce que le spectre du solaire, c'est la lumière visible qui nous permet de voir, ça c'est très important, sans lumière on ne peut pas vivre, donc c'est quand même essentiel au soleil, et les infrarouges qui apportent la chaleur. Mais également, il y a les UV. Donc les UV, il y a un intérêt, mais il y a aussi un effet néfaste. Donc, parmi les UV, il y a les UVC, les UVB et les UVA. Les UVC sont filtrés par le spectre, par l'ozone. Donc nous, on reçoit au sol que les UVB et les UVA. Et les UVB, à la fois les UVB et les UVA, sont cancérigènes, sont des marqueurs de cancer, mais ont des effets aussi, bon, on va en parler après, mais il y a des effets bénéfiques normalement pour la vitamine D, notamment les UVB, mais il faut un peu modérer, donc voilà, mais il ne faut pas en abuser. Donc, les méthodes, c'est se protéger du soleil. Donc, il y a des règles qu'il faut, bien sûr, instituer, notamment chez les sujets à risque. Et les sujets à risque, c'est les phototypes clairs, puisque les capacités d'adaptation au soleil sont mauvaises. On brûle, on ne bronze pas, et donc la peau s'abîme, il y a un vieillissement précoce, et d'où, comme vous l'avez dit, Monica Lizuscu, et donc facteur de cancer. Donc, la majorité des Français connaissent les risques liés à l'exposition solaire, mais pourtant, tous les gestes de prévention ne sont pas connus ni appliqués. Donc, une méconnaissance qui explique une partie de l'augmentation des cancers de peau. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de bronzer, donc en fait, il y a cette ambivalence, puisque le fait de bronzer, ça, bien sûr, ça donne une bonne peau, mais malheureusement, c'est un facteur de vieillissement qu'on réitère et qu'on le fait de façon abusive. Donc les règles de photoprotection, c'est vestimentaire, c'est la meilleure, c'est ce qui marche le mieux, mais c'est quand même lourd à porter, hein, c'est sans jeu de mots. D'où les crèmes solaires, on va en parler un petit peu, l'application de crèmes solaires, et puis les règles d'exposition solaire qui doivent être de mise en 1, et puis bien sûr je vous parlerai des dangers des cabines UV. Alors, premièrement, la photoprotection vestimentaire. Vous savez que mieux c'est protecteur, plus le tissu doit être épais. Notamment le jean, ça marche très bien, mais porter un jean quand il fait chaud, c'est vraiment pas l'idéal non plus. Donc c'est lié le facteur de protection type de tissage, la couleur. Donc la couleur noire, c'est plus protecteur. Par contre, si le vêtement est humide, le tissage est moins serré, donc ça laisse passer les UV. Donc voilà. Donc le meilleur, c'est le jean, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc voilà. Alors, la crème solaire. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été mis à plat, notamment par l'AFSAFS en 2005 sur les crèmes solaires, puisqu'il y avait des indices 2, des indices 6, des indices 15, des indices 30. Et puis on ne savait plus trop quoi choisir. Donc maintenant, ça a été exigé. Premièrement, que le produit doit être rémanent, c'est-à-dire qu'il doit être tout. Maintenant, les gens, les firmes qui commercialisent les crèmes solaires doivent il y a un cahier des charges à rendre, c'est-à-dire qu'ils
les crèmes doivent être constituées de façon homogène, donc rémanente, c'est-à-dire que ça doit être, ne pas être dissous en quelques heures, en quelques minutes d'exposition solaire. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste stable. Il faut qu'il reste stable. Il faut que ça soit résistant à l'eau, à la sudation, et aussi que la protection soit à la fois contre les UVA et les UVB. Parce que les UVB génèrent les coups de soleil, sont plus énergétiques, mais par contre sont arrêtés par la couche superficielle de la peau. Par contre, les UVA sont moins énergétiques, donnent moins de coups de soleil, mais par contre pénètrent plus profondément. Donc c'est encore plus insidieux. Et de toute façon, le facteur carcinogénèse des UVA et UVB sont à peu près les mêmes. Donc il faut que la crème solaire soit à la fois protecteur, à la fois sur les UVB et les UVA. Donc l'idéal, c'est d'avoir un CPB, c'est-à-dire coefficient de protection UVB sur A, égal à 1, ce qui n'est pas toujours possible. C'est pour ça que l'AFSAPS a défini inférieur à 3. Parce que c'est des problèmes de confection, d'élaboration qui sont un peu compliqués. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut que ça soit une protection minimale et efficace, donc ils doivent couvrir à la fois les UVB et les UVA. Alors voilà les indices. Alors avant, il y avait, donc on a classé protection faible 6-14, moyenne. Alors en pratique, il n'y a pas plus de protection au-delà de 60. C'est pour ça que c'est 50 plus. Donc qu'on soit 100, 150 ou 50, c'est pareil. Donc ça, c'est pour une protection maximale, notamment quand vous allez skier, où il y a la réflexion des UV par la neige. Donc il faut que ça soit vraiment très protecteur. Vous faites du bateau, voilà. Au minimum, il faut avoir une bonne protection, c'est 20-25 jusqu'à 30. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser une crème plutôt à partir de 30. Parce que comme ça, ça évitera d'en réappliquer, mais il faudra de toute façon en réappliquer, parce que de toute façon, plus la crème, l'indice est faible, plus il faudra vous en réappliquer pour que ça soit efficace, mais de toute façon, une bonne protection, il faut que ça soit 20-25, à partir de 30, c'est une bonne photoprotection. Donc, appliquez toutes les 2 heures, c'est-à-dire vous appliquez la crème avant d'aller au soleil, et puis après, en réappliquer régulièrement, notamment après le bain. Il faut en appliquer aussi pas un petit peu. Il faut en appliquer. On a décidé, c'est-à-dire l'AFSAP, c'est-à-dire maintenant c'est la NSM. Donc c'était en 2005, ça s'appelait l'AFSAP. C'est 2 mg par centimètre carré. C'est-à-dire qu'il faut, pour tout le corps, il faut une balle de ping-pong à peu près. Donc une première phalange, c'est 1 gramme. Parce qu'il ne faut pas en appliquer un petit peu, il faut en appliquer des grosses quantités. Donc c'est ça qui est un peu difficile et ce qui n'est pas fait en pratique. Mais pour avoir une bonne protection. Alors voici quelques règles. Donc pas de s'exposer entre 12 et 16 heures. Respecter un programme d'exposition progressive et limitée, c'est-à-dire que si vous allez vous exposer progressivement, la peau va s'habituer. Il y a ce qu'on appelle une faculté adaptative du soleil, c'est-à-dire on bronze, et un bronzage permet un petit peu de se protéger, mais pas complètement, notamment les phototiculaires, parce que le bronzage chez les phototiculaires n'est pas efficace. Limiter au maximum l'exposition des enfants qui doivent toujours être protégés par des vêtements et des écrans solaires. Les bébés ne doivent en aucun cas être exposés au soleil, ça on le sait, hein, mais il faut le savoir, il faut le dire, il faut le redire. Se protéger au moyen de vêtements, chapeaux, et notamment les chapeaux les casquettes c'est bien, mais il vaut mieux avoir un chapeau parce que ça couvre les oreilles, puisque notamment on oublie les oreilles, puis c'est les oreilles qui en prennent plein de soleil, puis ils font des kératoses, et voilà. Alors, les crèmes solaires, bien sûr, à la fois sur les UVB, UVA, on en a parlé. Ne pas oublier l'application sur le dos, la nuque, les oreilles, quel que soit l'indice de protection utilisé. Il n'y a pas d'écran total, ça n'existe pas. Hein. Il y a un écran, il y a une protection maximale, mais il n'y a pas d'écran total. Renouveler après les activités physiques, puisqu'on sait qu'après l'hypersudation, la crème se dissout. Renouveler les produits à chaque saison, donc si c'est ouvert depuis l'année dernière, il vaut mieux en racheter d'autres. Hein. Attention, l'utilisation de crème solaire ne va pas permettre de rester plus longtemps au soleil. Ça, c'est vrai, ça. C'est-à-dire, les gens ils disent, voilà, j'ai appliqué ma crème, je m'expose. Non. Ça permet de se prémunir, mais ça ne se disculpe pas de rester 3 heures au soleil. Ne pas oublier de se protéger du soleil en cas de temps nuageux. Pourquoi ? Parce que les nuages arrêtent les infrarouges
Je vous ai dit que les infrarouges apportent la chaleur, mais laissent passer les UV. Et c'est les UV qui sont carcinogènes et qui génèrent le coup de soleil, qui est un signe d'alarme de l'exposition au soleil. Alors, je terminais sur le danger des cabines de bronzage, parce qu'il y a un engouement tel vis-à-vis des cabines de bronzage et des professionnels des solariums qui font une publicité démoniaque. Donc voilà, 5 € UV, on a la belle peau, on se sent bien, mais c'est un danger. C'est un danger. Bon, en plus, il y a cet engouement, parce que les cabines, les solariums, c'est depuis les années 70-80, qui ont connu un grand succès en Europe du Nord, parce qu'en Europe du Nord, il fait plus froid, donc les gens dépriment, donc les gens, ils vont s'exposer au soleil, où ils peuvent, donc le plus près, c'est le solarium, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, quoi. Donc, plus de 13% des Français ont ainsi déjà utilisé des UV artificiels au moins une fois au cours de leur vie, et un tiers des utilisateurs récents déclarent une fréquence d'exposition supérieure à 10 fois par an. Donc c'est une population surtout jeune, de femmes, qui veulent être bien. Donc c'est une conduite considérée comme une conduite addictive, des accros du bronzage. Et plus de 16%, c'est des chiffres qui ont été donnés par l'IFSOPS, de consommateurs ont reçu plus de 100 séances. De plus, il y a une promotion publicitaire par les associations professionnelles qui sont en pleine expansion, qui donnent des arguments qui sont mensongers. Je vais en donner quelques exemples, hein, on ne va pas rester que focalisé là-dessus, mais qui sont vraiment dangereuses. Donc, notamment que les UV émis par les cabines solaires, ça protège de l'ostéoporose, puisque ça provoque la synthèse de la vitamine D. C'est complètement faux. C'est complètement faux, puisque les UV qui sont utilisés dans les cabines solaires, c'est des UVA. Et ce n'est pas des UVB, parce que les UVB, alors là, il y aurait beaucoup d'accidents, puisque les UVB donnent des coups de soleil. Les UVA n'en donnent pas beaucoup, ou voire peu, mais c'est sûrement pas des facteurs de synthèse de vitamine D. Donc c'est complètement faux. Et puis, des protections vis-à-vis des expositions ultérieures, on va en parler juste après. Alors, les sociétés savantes, notamment de dermatologie, se sont insurgées vis-à-vis de ces campagnes publicitaires mensongères vis-à-vis de ces diverses sociétés, qui ont, en mai 2012, ont écrit une lettre en commun avec tous les groupes de cancérologie cutanée, Société française de photodermatologie, dont je suis le secrétaire. Donc, en affirmant le danger des cabines de bronzage, notamment en prouvant, grâce à la littérature, que les carcinomes épidermoïdes sont augmentés, et aussi le risque de mélanome, hein, donc avec des chiffres que vous avez. Et bien sûr, les sociétés savantes de dermato se sont opposées formellement aux messages publicitaires erronés, dont on va voir quelques exemples. Donc voilà, sur Internet, je suis allé sur Internet, donc je n'ai pas mis la firme. Merci Soleil, hop, donc les sites déçus. Donc cette société-là, Marc, il se dit qu'une séance de bronzage est aussi dangereuse que 3 heures de soleil sous les tropiques. Faux. Pourquoi ils disent que c'est faux? Puisque comme c'est 3 heures d'exposition au soleil, aux UV, ça ne correspond comme ils reçoivent par séance que 20 minutes, ils ne peuvent pas recevoir autant que s'ils étaient exposés 3 heures au soleil des tropiques. Mais c'est complètement faux, puisque la lampe est quand même plus puissante, et donc ce qu'elle donne en 20 minutes peut donner sous 3 heures de soleil des tropiques. Donc voilà, donc faux. Donc voilà, ça c'est du vrai, du véritable, hein. Merci Soleil. Ensuite, il y avait un faux message. Le bronzage en cabine provoque rarement des coups de soleil, c'est vrai. Ils ne sont pas donc nocifs, mais c'est faux, puisque je vous ai dit que les UVA, de toute façon, sont carcinogènes. Donc, comme ce n'est pas parce qu'ils ne génèrent pas de coups de soleil qu'ils ne sont pas carcinogènes. Donc, ils disent, comme il n'y a pas de coups de soleil, on peut y aller, venez, pas de problème. Non, c'est complètement... voilà. Bon, bref, je crois que no comment, c'est faux, c'est erroné, c'est criminel. Bon, bref. Donc, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut qu'on soit vraiment très, très vigilant vis-à-vis de ces campagnes. Et donc, la législation française, de toute façon, interdit la fréquentation aux mineurs. Il y a une formation qui doit être faite, mais je ne sais pas comment, des professionnels de bronzage pour savoir allumer une lampe. Mais bon, d'accord, mais on ne peut pas interdire, de toute façon, il n'y a pas de loi qui interdise la fréquentation de ces salons, de ces solariums.
Je vous remercie.